Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast du CEPAC Silo, le meilleur est à l'intérieur. Le principe est simple, enregistreur à la main, nous vous entraînons à la découverte des métiers de l'ombre et de ceux de la lumière pour vous faire vivre la vie d'une salle de spectacle depuis les coulisses. Le spectacle vivant n'existe que parce que des femmes et des hommes mettent en musique une succession de tâches qui incombent à chacun pour qu'enfin la lumière soit. Pour vous et avec vous. Chers spectateurs, écoutez le frémissement des coulisses et de la scène. Découvrez celles et ceux qui font qu'à l'heure dite, la magie opère. Bonne écoute. Petit retour en arrière pour ce premier épisode. Car le meilleur est à l'intérieur, certes, mais à l'intérieur de quoi ? D'un ancien silo à grains, figurez-vous, devenu salle de spectacle il y a un peu plus de 10 ans. Redonner vie et avenir à des espaces industriels en déshérence, le silo va maintenant pouvoir retrouver un destin et une vocation. Radical en effet, cette résurrection devait respecter la mémoire d'un lieu jadis destiné au stockage du grain et désormais voué à la culture et au spectacle. L'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, n'hésite pas à parler de résurrection et c'est bien de cela dont il s'agit. Et depuis la fin de l'année 2011, la nouvelle vie de cette salle de spectacle, devenue CEPAC Silo, ne cesse de séduire un public varié et enthousiaste. La directrice d'exploitation du CEPAC Silo, Séverine Olivier, et l'architecte du site, Roland Carta, ne s'étaient pas donné rendez-vous dans 10 ans et pourtant, c'est sur site qu'on les retrouve pour évoquer de précieux souvenirs. Bonjour Roland. Séverine, je t'embrasse. Bonjour, merci. Bienvenue chez toi, bienvenue au CEPAC Silo. Donc là, Roland, on est dans la salle des mamelles. C'est ça. Tu vois, Séverine, quand elle a commencé à travailler, c'était l'époque où le patrimoine comme ça, industriel, en béton, dans un quartier pourri, était méprisé. Et en fait, l'idée, c'était de le démolir. C'était l'idée du port, ça, de démolir le... Oui, parce qu'il n'a pas fonctionné au port autonome. Bon, parce qu'il n'avait plus du tout d'usage et qu'il était dans un quartier dilemme. C'était pas comme ça qu'il est devenu. Il faut comprendre qu'on a commencé à travailler en 2000 sur le silo. Donc c'était un immeuble sans usage, un peu vieux, dont on ne savait pas dans quel état il était, dans un quartier moyen. Donc on dit on démolit et puis... Alors après, c'était qu'est-ce qu'on va y faire dans ce truc ? Alors, il y avait du bureau, puis il y a eu l'idée de faire une salle de spectacle. Cette salle de spectacle, c'était une salle de musique amplifiée à l'origine. Voilà. La question centrale, c'était comment on va faire chanter des gens. Moi, j'avais des chanteurs en tête. J'avais Diana Krall en tête, par exemple. Comment je vais faire chanter Diana Krall dans un stylo ? Avec du béton partout, des temps de réverbération impossibles, etc. Donc ça a été quand même ça le débat. Et donc... on a commencé à travailler sur le sujet en 2000. Il y a eu beaucoup de stop and go. Et puis, un beau matin, on a commencé les travaux. C'est là que je t'ai rencontré. Alors, il y avait plusieurs idées pour ce foyer. D'abord... le foyer, tu dis... ici, cette salle des la salle des mamelles. Ouais. Vous voyez, salle parce des que mamelles. c'est vraiment le brouhaha à ta vie. Et oui. Tu n'as jamais voulu le traiter ensemble. Non, surtout pas. Et pourquoi ? Eh bien parce que on voulait qu'on sache qu'on passe d'un endroit sonore avec des temps de réverbération, des échos, qui est encore le bruit de la ville, puisqu'on a la ville devant nous. Enfin, on a deux villes devant nous. On a une ville statique, celle-là, et puis une ville qui bouge tout le temps. C'est celle qui est devant nous, c'est le port avec les bateaux qui entrent et qui sortent. Le port avec les bateaux. Ça, c'est avec des bâtiments donc qui entrent et qui sortent. Et puis, je voulais qu'on sache passer de la ville bruyante à la salle des mamelles bruyante, et qu'en s'élevant pour aller à la salle de spectacle, petit à petit, il y avait moins d'écho, Tu montais vers l'excellence. moins de bruit. On fermait sa conscience au bruit, on fermait sa conscience à la ville et on l'ouvrait au spectacle. Et ça, il faut qu'il y ait un cheminement comme ça. Il fallait que ce rituel de passage entre le bruit, le désordre, l'écho, et petit à petit, le silence avant le bruit de la scène, bien sûr, parce que moi, la dernière fois que je suis venu ici, tu vois, c'était Iggy Pop. Iggy Pop, ça déménage quand même, il y a beaucoup de décibels. Carrément. Mais des décibels contrôlés, des décibels organisés par la science de l'acoustique. Ici, c'est de la réverbération. Et c'est très bien ainsi.
Donc c'est un lieu qui a le mérite d'exister, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça non plus qui accueillent des pièces comme nous de Paris ou des pièces de, je dirais, de divertissement. Marianne Chazelle, comédienne, de passage au CEPAC Silo pour la pièce de théâtre La famille et le potager. Bon, on a toujours l'impression que c'est pas fini. Vous voyez, quand on rentre, on a toujours l'impression que c'est en travaux. C'est comme Bobo. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un peu comme Bobo. On se dit, tiens, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que les escaliers étaient en métal et que... Mais quand les gens sont là, quand la salle est présente et que nous on joue, après on oublie tout. Alors si tu réponds quoi ? Si j'ai bien entendu, il y a un parallèle avec Beaubourg. J'ai bien entendu. Il y a un parallèle avec C'est pas fini. On ne peut pas me faire un plus grand compliment que de comparer le silo à Beaubourg dans son aspect escalier métallique. Alors c'est pas fini. Le béton, il a mauvaise réputation. Le côté brutal, le côté brut de décoffrage, le côté pas fini, comme dit Marianne Chazelle, c'est un côté que nous avons souhaité. Mais pas pour le pas fini, mais pour la vérité des matériaux, pour l'authenticité de leur mise en œuvre et pour la pérennité du monument. Ce monument, il a été construit en béton. Pourquoi est-ce qu'on allait le transformer en théâtre parisien ? Je comprends que pour un acteur de théâtre qui a l'habitude de salles plutôt plus petites, plus intimistes, je comprends que ça puisse être un peu déroutant. Mais elle dit bien que lorsque les gens sont là, lorsque le public occupe cet espace qu'a le dit non fini, je dirais à Madame Chazelle qu'effectivement c'est une architecture brute qui demande au public de la parachever. Voilà, c'est exprès. Tout au long des travaux, ça a été un peu compliqué. Les gens ne comprenaient pas pourquoi le béton allait rester brut, les gens ne comprenaient pas pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, mais nous, on avait en tête qu'il fallait que cette salle fonctionne, que cette... je crois qu'on l'avait rebaptisé l'Olympia vue mer. Hein. Moi, je voyais bien les difficultés, mais ces difficultés, il fallait les dépasser. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que les gens soient contents de venir ici. Ce qu'il fallait, c'est qu'à l'issue de notre travail, au moment où on allait te donner les clés, et où tu allais être chargé, toi, d'en assurer le succès par la programmation que tu allais opérer, que l'équipement qui était mis à ta disposition te permette la plus grande liberté dans la définition de cette programmation. La vérité, c'est que quand tu fais une salle qui s'adresse à du public, ce qui compte, c'est le public. Voilà. On travaille pour lui. Et je me souviens, moi, des balances de Mika, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Complètement. Quand il était venu, il avait fait quoi, un spectacle, deux spectacles ? Bien sûr, un spectacle. Oui. Et complet, en assis debout, puisque avec la modularité que tu as fait de cette salle, hein, un jour on accueille en assis, en tout assis, le lendemain en assis debout, qui nous permet d'augmenter la jauge, hein, puisqu'on arrive à 2100 personnes. Et Mika, justement... c'était un des premiers spectacles où on avait opéré justement ce changement de configuration, qu'on appelle ça dans notre jargon, aussi mémorable puisqu'on avait eu vraiment la chance d'avoir Les Racines et des ailes, ce magazine. Tu avais participé d'ailleurs. Eh bien, le réalisateur Hervé Arduin, qui est devenu un ami, avait convoqué Les Racines et des ailes pour le Mucem. Mais il avait prolongé dans une rencontre avec Mika. Moi, je connaissais Mika comme artiste, je ne le connaissais pas comme garçon, je n'avais jamais échangé avec lui, donc j'étais venu le rencontrer. On a fait un rendez-vous, une conversation, une courte conversation sur le toit du silo, entre l'artiste et l'architecte, qui pour moi a été très instructive. Car Mika est un homme extrêmement intelligent, très sensible, qui connaît très bien Marseille. Une file d'attente qui s'étire sur une centaine de mètres. Affluence record ce soir pour le Silo, l'une des toutes nouvelles salles de la ville. Près de 2000 personnes sont venues pour voir la plus méditerranéenne des pop stars du moment. Durant 2 heures, Mika fait le spectacle devant un public largement conquis. Bonsoir Marseille, bonsoir le Silo. Le chanteur d'origine libanaise se sent presque comme chez lui à Marseille. Une ville qui a marqué son histoire familiale. C'est ce qu'il avait confié 1 heure avant le spectacle à Roland Carta, l'architecte qui a transformé le Silo. L'occasion pour le chanteur d'évoquer son attachement particulier
à la cité phocéenne. Mon grand-père, il est venu de Damas, il avait 16 ans, il voulait aller à New York. Il est arrivé à Ellis Island à New York, mais avant d'aller à New York, il est arrivé ici à Marseille. Il avait laissé sa vie derrière lui en Syrie, il est venu là. Et alors vraiment, il y a cette tradition d'immigrés. C'est un port qui est toujours vivant, par exemple. Il y a les bateaux qui vont en Corse, il y a l'autoroute. C'est un endroit de passage, c'est un endroit vivant. Et pour moi, c'est un endroit parfait pour un théâtre, pour une scène, pour une salle de spectacle. Voilà, et puis c'est une ville qui permet d'attirer des artistes comme Mika. Je crois que c'était pas tout à fait le cas il y a encore pas très longtemps. Je garde de cette rencontre un très joli souvenir en plus. Bon, d'un homme éloquent, grand artiste, charmant. Enfin, il a toutes les qualités du monde. Et donc on a eu quand on a étudié les choses, on a eu plusieurs enjeux. On a une scène qui est à 16 mètres de haut. Comment on fait pour monter les camions ? Voilà. Comment on fait ? Alors, on ne peut pas installer d'ascenseur depuis le rez-de-chaussée, enfin depuis le terrain brut du port. Donc on a été obligé de faire un ascenseur au-delà de la limite portuaire, donc ce qu'on a appelé une boîte à flux, la flue box, la fameuse flue box, qui montait les camions à 16 mètres. Alors maintenant, je crois que ça marche quand même. Ça marche très bien. Globalement, au début, ça marchait pas top. Il a fallu roder tout ça. Hein. Il a fallu roder parce que c'était quand même le premier en France. Oui. Quand même Ah oui, non, mais on a quand même additionné. Quand on regarde les contraintes auxquelles on a fait face, tu t'en souviens bien de ça. On a additionné l'équation du 5e degré à 20 inconnus. C'est la fin de ce premier épisode dans les coulisses du CEPAC Silo. Nous aurions pu parler des heures de la jeunesse de ce projet un peu fou. Mais rendez-vous le mois prochain avec celles et ceux qui illuminent chacun à leur manière cette salle de spectacle unique en son genre. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner et surtout faites-nous des retours. C'est précieux pour nous. Et pour jeter un œil à la programmation, c'est sur le site internet que ça se passe, www.cepacsilo-marseille.fr. À très vite. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de la Caisse d'épargne CEPAC.